messieurs, bonsoir. À ce numéro de Femmes de valeur, je vais vous présenter une personne extraordinaire, mais qui a une particularité. Sarah Maïga est mon invitée de la semaine. Elle est une personne de petite taille, mais comme elle aime le dire, c'est la taille qui est petite, pas le cerveau. Et ça, vous allez le comprendre tout à l'heure. D'ailleurs, je vous propose de découvrir davantage notre invitée à travers les images et le commentaire de Urbain Benito Sommet et Christine Koulibaly. Petite de taille mais grande du cerveau, c'est ainsi que Sarah Maïga qualifie les personnes atteintes de nanisme. Elle-même personne de petite taille, Sarah est décidée à prouver que tout le monde a sa place dans la société. Pas question de se laisser noyer dans les préjugés et les regards désobligeants. Elle est convaincue de son potentiel et avance vers son but. Un optimisme que Sarah n'entend pas vivre seule. À travers l'association des personnes de petite taille dont elle est la présidente, elle tente de faciliter la vie des personnes concernées par des sensibilisations et des activités diverses. Être personne de petite taille est certes un handicap, mais pas un frein, soutient-elle. Notre femme de valeur de la semaine a travaillé comme volontaire dans l'ONG Rama en tant qu'animatrice des séances de formation au profit des femmes atteintes de fistules obstétricales. Elle a servi comme technicienne assistante dans une ONG allemande basée au Burkina. Sarah est également engagée dans la protection de l'environnement à travers l'association Climat Sol, spécialisée dans la confection des foyers améliorés, et ce n'est pas tout. Elle s'apprête à se lancer dans l'élevage et l'agroforesterie. Pas de limite donc pour cette femme atteinte de nanisme. Une vie de battante à l'image de Monsieur Tout-le-Monde, une lutte âpre pour changer les regards et imposer le respect. Bonsoir Madame Maïga. Bonsoir Madame Kéré. Bienvenue à Femmes de valeur. Merci beaucoup. Comme ça a été dit dans le reportage, c'est la taille qui est petite, pas le cerveau. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut attendre qu'une personne de petite taille ou une personne atteinte du nanisme est une personne comme tout le monde, qui a ses rêves, qui a ses ambitions, voilà, qui a un grand cœur, qui peut aimer tout. C'est une personne normale, comme toutes les personnes sur cette terre. Une personne normale comme Monsieur Tout-le-Monde, mais Comme qui a monsieur, une vie truffée de barrières. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que parlant de petite taille, on voit déjà qu'il y a un contraste entre les personnes de grande taille et les personnes de petite taille. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses simples. Par exemple, soulever un grand seau d'eau, soulever un gros plat, étaler des habits, le linge sur une corde élevée. Ce sont des petites choses banales, mais que nous n'arrivons pas à faire. Vous êtes une personne différente, une personne qui attire souvent le regard de l'autre. Comment est-ce que vous vivez ce regard-là? Eh bien, ce regard n'est toujours pas, c'est toujours pas un mauvais regard comme beaucoup de gens le pensent. Il y a des gens qui te regardent avec admiration, mais après ça devient une gêne. Quoi, parce que ces gens ils t'admirent, ils te regardent, ils prennent du temps, c'est pas facile. Donc du coup, le regard des autres peut être parfois gênant pour la personne handicapée et en particulier pour la personne atteinte du nanisme. Alors, comment il faut faire pour s'adapter? Il faut accepter. D'abord, il faut accepter sa différence. Il faut savoir qu'on n'est pas comme les autres. Et il y aura toujours un sursaut quelque part. Parce que comme il y a une différence, on est différent des autres. Même nous-mêmes, et si on voyait des gens comme nous, on allait jeter un regard. Donc du coup, il faut accepter son handicap. Quand on accepte son handicap et on sait qu'on ne peut pas changer les choses, il n'y a pas de raison à s'inquiéter, à se brimer parce qu'on est comme ça, ou bien être tellement gêné par le regard des autres, parce qu'on ne peut rien changer en fait. On ne peut rien changer, donc on doit faire avec. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et vous êtes l'unique personne de petite taille d'une famille de 6 enfants. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des actes marginalisants, par exemple? Et dans ma famille, non. Dans ma famille, non, parce que je ne sais pas. Dans ma famille, non. À ma connaissance, non. Moi, dans ma famille, on n'a jamais fait de différence entre moi et les autres enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé. Et je pense qu'on m'a apporté plus d'amour que les autres enfants. Vous voyez, moi, ma mère, elle disait toujours, ah, ma fille, là, elle est belle, elle est plus jolie que Tchalamona. Quand j'étais enceinte d'elle, j'ai bu Elios à l'époque, c'est du savon en poudre, un peu comme Omo aujourd'hui. Elle disait, moi, j'ai mouillé de l'Elios avec eau de Javel, j'ai lavé mon ventre
avant de prendre la grossesse de ma fille. Voilà pourquoi elle brille, elle ne ressemble pas aux autres. Donc, elle est très belle. Donc, vous voyez, tout ça, c'était des compliments, rien que pour m'encourager, pour aller de l'avant. Et après, quand mes parents sont décédés, je suis venue au Burkina ici. Et j'ai été recueillie par mon oncle et ma tante. Non, il n'y a jamais eu de différence ou d'injure, de discrimination entre moi et mes cousins. Non, et mes cousins, ils ne m'ont jamais insulté sur mon handicap. C'est vrai, ça arrive que nous, les enfants, on se chamaille ou bien qu'on n'est pas d'accord avec l'oncle, la tante sur certaines choses quand ils veulent nous corriger. Mais il n'y a jamais eu une fois où ils se sont basés sur mon handicap pour m'insulter. On m'a traité comme mes cousins qui étaient à la maison. Je faisais la cuisine, je partais au marché, je lavais les plats. Voilà, je faisais comme les autres personnes. Quand on n'avait pas de robinet, je partais avec mon tricycle chercher l'eau à la pompe, hein, avec mes belles soeurs, mes belles cousines. Donc, j'étais pareil aux autres enfants. Vous étiez entouré d'amour, beaucoup d'amour et d'affection. Chose que vous voulez partager avec les personnes comme vous à travers l'association que vous avez mis en place, l'association des personnes de petite taille. Oui, parce que c'est toujours pas évident. Moi, je dis toujours, moi j'ai eu beaucoup de chance de vivre dans une famille où on m'a apporté beaucoup d'amour. Mais et on m'encourageait même à sortir. Mes parents disaient, ah, il faut sortir. Quand il y avait des manifestations, mon père m'amenait, par exemple, au port autonome d'Abidjan où il travaillait. Il m'amenait sur son cou pour aller visiter des bateaux. Voilà, il m'amenait dans le bus pour me faire découvrir des choses. On sortait ensemble. Mais j'ai constaté que dans beaucoup de familles au Burkina ici, c'est différent. Les personnes de petite taille sont brimées par même leur famille, puisqu'ils sont considérés comme des monstres, comme des malchanceux, comme des diables. Ce qui fait que moi, on m'a expliqué qu'à l'époque, dans les villages, quand une personne de petite taille mourait, une personne atteinte de nanisme mourait, elle n'avait pas droit à une tombe. On éparpillait son corps jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ça veut dire, ce village-là, comme elle porte aussi, on l'enterre, il ne va pas pleuvoir. Donc, on l'a mené dans un autre village pour le jeter là-bas. Et du coup, quand eux aussi se lèvent, ils voient le corps, on le trimballe quelque part, on le jette jusqu'à ce qu'il disparaisse, quoi. Ses os disparaissent, tout ça. Aujourd'hui, au Burkina, ici, si vous constatez, en ville, quand vous sortez dans la journée, vous voyez rarement des personnes de petite taille. Pourtant, il y en a beaucoup. Parce que le recensement de 2006 là, a montré qu'il y avait jusqu'à 600 handicapés atteints du nanisme. Donc, ce n'est pas tout le monde. Moi, j'étais là en 2006, mais je n'ai pas eu cette chance-là d'être recensée. Donc, imaginez le nombre de personnes qui sont à Ouagadougou ici, au Burkina ici, qui sont des personnes de petite taille, mais qui sont cachées à l'intérieur de leur maison, à cause du regard négatif même de leur famille, à cause des moqueries des uns et des autres, de la société. Donc, ce n'est pas facile pour une personne de petite taille. Donc, vous avez mis en place l'association pour faciliter la vie de ces personnes, pour les sensibiliser sur leur handicap, de les inviter, par exemple, à sortir, à vivre comme tout le monde, faire du sport, travailler. Oui, et surtout aussi, en plus de ce que vous avez dit, sensibiliser les parents pour qu'ils sachent que ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est des personnes comme tout le monde. Seulement, quelque part, ils ont hérité peut-être d'un gène, d'un parent éloigné, ou bien soit il y a eu une mutation pendant la grossesse, il y a eu une maladie, et vraiment ça a provoqué le rétrécissement des membres. Voilà, donc c'est une maladie, c'est pas un tabou, c'est pas mystique. Vous voyez, mais nous, on nous considère comme mystiques. Donc, il faut sensibiliser les parents d'abord à ce qu'ils acceptent les enfants. Ils les aiment tels qu'ils sont, ils les aiment avec leurs différences. Et ça va booster l'enfant. Parce que quand tu es dans un milieu où personne ne t'aime, tu ne peux pas aller de l'avant. Mais quand même, si on te montre un peu d'amour, voilà, ça t'aide, ça te pousse. Moi, c'est mon cas. C'est parce que moi, mes parents, ma maman, mon papa, mes petits frères, et mes grands frères, mes cousins, jusqu'à aujourd'hui, mes nièces, mes neveux, ils sont fiers de moi, en fait. Ils sont fiers de moi. Et moi, ça me va droit au cœur. Je dis toujours, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma famille et je le dois aussi à mes amis. Parce que j'ai des amis de grande taille, comme on dit, des personnes qui ne sont pas atteintes la plupart de mes amis, c'est des personnes qui ne sont pas atteintes du nanisme, qui me respectent. Voilà, qui me respectent. Donc, tous ces personnes
de petite taille comme moi, s'ils ont la chance d'avoir cette affection-là autour d'eux, moi je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher d'aller de l'avant et de vivre leur vie comme des autres personnes. Vivre leur vie, travailler, réussir. Réussir simplement. Ouais, simplement. Et comment vous appréciez ces personnes comme vous, les personnes de petite taille, qui se retrouvent à la rue pour mendier? Des fois, il ne faut pas trop les blâmer, comme on dit. Ça dépend d'où ils sont. Personne ne veut aller dans la rue pour aller mendier. Mais c'est comme je dis, s'ils n'ont pas cette affection-là, s'ils n'ont pas quelqu'un pour les aider, s'il n'y a pas quelqu'un pour les conseiller, voilà, si tu fais ça, tu peux être bien. Non, mais s'il n'a rien, vous voulez qu'il fasse quoi? Il est obligé d'aller dans la rue pour mendier. Mais moi, en tout cas, je les encourage à apprendre un métier. Voilà, avant, ne serait-ce que des arachides sur la voie. Si moi, je vous raconte ma petite histoire. Et moi, déjà, quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre des arachides parce qu'une tante était venue du village avec des arachides. On a partagé à tout le monde. Moi, j'ai pris ma part, j'ai frit, j'ai fait des petites boulettes que je vendais à l'école. Après, j'ai été payé des cannes à sucre. Après, j'ai commencé à vendre des oranges. Après, j'avais des chiffres d'affaires de 50 000, 100 000 francs. Donc, j'ai commencé un peu. Donc, il faut sensibiliser ces personnes-là. Il faut les encourager, voilà, à se défaire aussi de la mendicité. Est-ce que vous partagez l'avis de Othman El Jamali, le président de l'Association des personnes de petite taille de France, qui pense que la différence peut être perçue comme un cadeau de la nature? Oui. Pas trop, mais oui, un peu oui. C'est un cadeau de la nature. Moi, je ne partage pas trop, mais il a un peu raison. Parce que quand on a cette différence-là, on a certains avantages que les autres n'en ont pas. Mais ce n'est pas pour autant dire que moi, ma petite taille me plaît. Non. J'aimerais bien être comme les autres personnes, aller faire du sport, aller se promener dans la rue et faire tout ce que les autres font, marcher à de longues distances, mais je ne peux pas. Donc, je ne peux pas dire que c'est un cadeau de la nature, mais ça me permet d'avoir certains avantages. Vous faites beaucoup de choses, comme par exemple promouvoir la préservation de l'environnement, et cela à travers une association que vous avez mise en place, Climat-Sol. Qu'en est-il exactement? Bon, Climat-Sol est une structure, voilà, qui œuvre beaucoup dans la protection de l'environnement et dans les énergies renouvelables. Et c'est pourquoi nous avons des foyers au sein de notre structure, des foyers améliorés, voilà, qui réduisent un peu la consommation abusive du bois et du charbon. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que la femme gagne à utiliser, par exemple, vos foyers? Et la femme économise. En fait, elle économise, elle fait de l'économie et aussi ça la protège parce que nos foyers là sont conçus en sorte pour ne pas dégager beaucoup de fumée et de retenir les carbones de monoxyde. Donc du coup, ça protège la femme, ça l'aide et ça permet à la femme aussi de vaguer à d'autres occupations. Par exemple, elle met sa marmite au feu, elle n'est pas obligée de venir pousser le bois à chaque fois. Tout ça. Donc ça lui permet aussi d'économiser en temps, d'économiser en sous et ça protège aussi sa santé. Et quand la femme est en bonne santé dans une famille, c'est-à-dire la femme est le pilier même de la famille. Et quand elle est en bonne santé, la famille aussi est épanouie. Donc, mais si maman utilise un foyer où ça fait beaucoup de fumée, après elle tombe malade, qui va cuisiner pour les autres? Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper des messieurs? Qui va aller dehors, aller chercher l'argent pour revenir dans la maison? Et ce foyer-là aussi permet quand même de... Vous savez que pour produire par exemple 1 kilo de charbon, il faut 10 kilos de bois mouillé et 7 kilos de bois sec. Et ça contribue à détruire notre forêt et notre environnement. S'il n'y a pas d'arbres, il ne va pas pleuvoir. Et si on passe tout notre temps à cuisiner avec beaucoup de bois et beaucoup de charbon, sans reboisement, à la longue, on n'aura pas de forêt. On ne pourra même pas montrer à notre enfant, voilà, ça c'est un caritier, ça c'est tel arbre, ça c'est tel arbre. Mais
si on réduit, on ne peut pas changer. Parce qu'au début, j'ai commencé à faire avec des pellets et des briquettes. Mais ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de l'habitude des femmes. Donc on est obligé de réadapter les foyers là pour qu'elles puissent utiliser avec le charbon et le bois, mais en petite quantité. Voilà, Sarah Maïga, présidente de l'association des personnes de petite taille, présidente de Climatsol. Et vous envisagez aussi vous lancer dans l'agroforesterie, mais aussi dans l'élevage. N'est-ce pas trop de choses pour une personne? Non, parce que qui dit protection d'environnement dit agroforesterie. Agroforesterie, c'est de régénérer le sol et aussi en faisant pousser des arbres qui vont régénérer le sol et en faisant d'autres cultures parallèles, voilà, qui pourront survenir à ses besoins et aussi pour la consommation. Moi, je ne trouve pas que c'est trop de travail parce que à part ma taille, je suis comme tout. Et monsieur X ou bien madame X, et on peut voir madame X qui fait ça, qui fait ça, qui fait ceci. Donc si les personnes non handicapées peuvent le faire, pourquoi pas moi je ne peux pas pourquoi moi je ne peux pas le faire en tant qu'une personne handicapée? Je dois me battre doublement parce que je suis une personne handicapée. C'est la taille qui est petite. C'est la taille qui est petite, le cœur n'est pas petit ni le cerveau. Sarah Maïga, c'est un moral d'acier, une force de caractère, un esprit combatif, mais qui ne date pas de maintenant, puisque vous avez travaillé avec la Fondation Rama. Quel était votre rôle au sein de cette structure? Donc, d'abord, la Fondation Rama, je suis partie pour apprendre. Et j'ai été acceptée par une maman Cabré, qui ne fait pas de différence entre une personne handicapée ou une personne non handicapée. J'étais là-bas comme toutes les personnes qui étaient là. Au contraire, j'étais plus affectionnée que les autres personnes. J'étais son bébé. Donc j'étais là-bas pour la sensibilisation, pour la fabrication, apprendre aux femmes à fabriquer du savon, que ce soit liquide ou le savon de toilette ou savon de lessive. Donc c'était mon rôle comme ça à la Fondation Rama. Vous avez travaillé aussi avec une ONG allemande? Oui, la structure, la Weltunger Hilfeld, qui est une ONG, on m'a dit que c'est la deuxième grande ONG en Allemagne après la GIZ. Ils sont aussi dans la protection de l'environnement et la lutte contre la faim. Donc j'ai travaillé là-bas comme assistante technique. Voilà, c'était encore sur les foyers Nafagaz. C'était sur les foyers Nafagaz. Et après, ça a été, aujourd'hui, c'est Climatsol et Nature Faune qui travaillent maintenant sur les foyers Nafagaz. Et nous sommes en partenariat toujours avec la Weltunger qui nous soutient aussi dans ce que nous faisons. Vous avez fait vos preuves dans toutes ces structures, mais le plus important pour vous, c'est d'être accueilli, d'être vu comme tout le monde. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Et vous savez, quand les gens ils vous indexent pas, hein, il n'y a pas de différence, on se dit, ah, mais si telle personne a pu faire ça, moi je ne suis pas différent de cette personne-là, donc moi aussi je peux faire. Donc en fait, ça m'a aidé à aller de l'avant. Toutes ces personnes-là m'ont entouré, m'ont formé et ça m'a aidé à aller de l'avant. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, l'acceptation des uns et des autres. Parlez-nous de votre cursus scolaire. Moi, je n'ai pas eu la chance. J'ai eu, comme beaucoup, la plupart des personnes handicapées, j'ai eu des perturbations scolaires. Donc, j'ai fait que le CM2. Mais après, je me suis cultivée. J'aime beaucoup lire. J'avais une tante, ma tante malheureusement qui est décédée, qui aimait beaucoup la lecture. Elle avait beaucoup de romans à la maison et on lisait. Et j'ai d'autres documents aussi que j'aime beaucoup lire. Et ça cultive. Et j'aime apprendre aussi. Avec quelle valeur peut-on vous qualifier? Persévérante. Et je persévère. C'est pas facile, mais je dois persévérer. Mariée? Et non. Des enfants? Beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'enfants. Comme je dis toujours, j'ai des centaines et des centaines d'enfants. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas d'enfants. Qui sont vos meilleurs amis? Et mes meilleurs amis, c'est des personnes
sincères, des personnes qui peuvent m'apporter et que je peux apporter. Ce sont ces personnes-là mes meilleurs amis. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants. Moi, je fais confiance à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Donc, tout le monde est mon meilleur ami. Comment vous appréciez les efforts consentis par l'État pour améliorer les conditions de vie des personnes comme vous, en tant que présidente de l'association des personnes de petite taille? Bon, je peux dire que c'est déjà bien, mais ce n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de choses que l'État doit faire en faveur des personnes handicapées. C'est vrai qu'elle a commencé, mais comme je dis, ce n'est pas arrivé. Et si on prend l'exemple de la carte d'invalidité, qui devrait quand même contribuer à améliorer un peu la condition de vie des personnes handicapées. Mais cette carte-là, elle n'est pas mise en œuvre, ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée. On fait des cartes, on nous donne, mais ce sont des cartes que je peux dire, pour le moment, ne servent à rien. Donc du coup, je peux dire que l'État fait, par exemple, elle fait beaucoup, par exemple, il y a des formations pour les personnes handicapées, il y a même un appel à projet que le ministère a lancé en faveur des personnes handicapées où tout le monde a bénéficié, même moi-même à l'époque j'en ai bénéficié. Donc c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Si vous devez attribuer une note sur 20 aux efforts consentis par le gouvernement, quelle note attribuez-vous? Je donne 10 sur 20. Juste la moyenne? Juste la moyenne. Est-ce que vous avez un cri de cœur à lancer? Et mon cri de cœur, c'est d'abord le ministère. Voilà, que le ministère vraiment prenne en compte les préoccupations des personnes handicapées. C'est vrai, elle a fait, mais ce n'est pas arrivé. Par exemple, l'application, la mise en œuvre de la carte d'invalidité, ça ne serait pas mal. Nous devons faire un effort sur ce domaine-là. Et j'invite aussi tout le monde à payer mes foyers, à payer les foyers Nafagaz. Parce que, comme je dis, c'est des foyers qui sont très économiques, c'est des foyers qui sont propres, qui sont très efficaces, qui sont simples à utiliser et qui permettent à la femme aussi d'avoir une bonne santé. Je demande aux gens aussi de soutenir les personnes de petite taille, en particulier, c'est-à-dire les personnes atteintes du nanisme. C'est un handicap émergent, comme on dit, c'est un handicap qui n'est pas connu. C'est maintenant même que le ministère commence à prendre en compte les personnes de petite taille. Sinon, on était confondus dans les autres handicaps. Par exemple, vous prenez, il y a des associations des personnes malentendantes, oui. Personnes handicapées malentendantes. Il y a des associations des personnes handicapées sourdes. Il y a des personnes handicapées malvoyantes, tout ça. Mais il n'y avait pas cette notion-là des personnes de petite taille, des personnes atteintes du nanisme. Maintenant, ils ont pris ça en compte. Donc, c'est déjà bien. Donc, je les interpelle et tout le monde, tous les ONG, de nous soutenir, voilà, pour aider ces personnes-là à s'épanouir aussi, à avoir du travail, à s'intégrer dans la vie sociale. J'espère que toutes les personnes que vous avez appelées ici ont bien entendu l'appel. On va s'arrêter là, Sarah Maïga. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette disponibilité. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, je vous l'avais dit, Sarah Maïga, c'est une personne exceptionnelle. Une personne qui a su transformer son handicap en force, qui rencontre certes des difficultés, mais qui arrive toujours à se relever, à aller de l'avant. Mais par-dessus tout, elle trouve le courage, elle trouve la force de tendre la main aux personnes comme elle. C'est une vie de combat, une vie de lutte, mais c'est quand même une vie épanouie. Merci, Sarah Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur nos antennes. Bonsoir.